Bonsoir. Alors, vous êtes venu ce soir à la soirée du Brexit. Tout à fait. Du Brexit. Quelle est votre motivation? Célébrer avec les membres de l'UPR et les autres personnes la sortie du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Parmi les personnes, on a quand même des pointures. Jean Bricmont, Philippe Pasco. J'ai hâte de pénétrer dans les lieux pour les rencontrer. D'accord. Et l'UPR. Est-ce que vous êtes adhérent de l'UPR? Oui, depuis peu. Ah ouais, c'est un peu faussé. Moi, j'aurais voulu quelqu'un de neutre. Bon, enfin, c'est très bien. Vous êtes adhérent UPR Paris? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Nous, on vient de là, comme vous pouvez le voir. Ok, j'ai vu juste en face. Un petit mot à ajouter? Je suis fier d'être membre de l'UPR depuis peu, et puis je le resterai jusqu'à temps qu'on sorte de l'Union Européenne du moins. Micro-trottoir. Oui, c'est bon, ça marche pour le son. Bonsoir. Donc, vous êtes venu ce soir. Je recommence. Ouais, bouge pas, je suis là à toi dans 30 secondes, ça te va? Ouais, c'est Vincent Lapierre. Hein. Ah, Vincent Lapierre, non, il est vachement connu. Enfin, oui, donc, je recommence. 4-2-1 moteur. Donc, vous êtes venu ce soir à la soirée du Brexit. Quelle est votre motivation? Alors je suis venu avec des amis et puis aussi par curiosité parce que je suis un peu de loin ou par YouTube quelques discours de François Asselineau. Je ne suis pas adhérent, voilà, je suis là par curiosité pour écouter un peu ses idées, ses arguments sur la sortie de l'Union européenne. Ces discours me semblent pertinents quand même sur les articles, c'est bien argumenté, c'est bien justifié. C'est vrai que c'est un des seuls partis en fait, qui se démarque des autres en proposant justement la sortie de l'Union. Donc voilà, je viens par curiosité pour en apprendre un peu plus et pouvoir choisir vraiment mes prochaines voies aux prochaines élections. Bonsoir. Ce soir, c'est la soirée du Brexit. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le 1er février, demain, pour l'Angleterre, la France et l'UPR? Eh bien, nous, on s'est réjoui déjà en 2016 et ça se poursuit. Aujourd'hui, nous sommes très fiers du peuple britannique, nous sommes très heureux pour eux. Ils sont parvenus à faire gagner la démocratie dans leur pays. C'est un gage d'espoir également pour nous ici en tant qu'UPR. Voilà, ils représentent un exemple pour nous. Justement, en ce qui concerne l'UPR, M. Asselineau, le parti a invité des tas de personnalités. J'ai vu notamment Jean Bricmont, j'ai vu Philippe Pasco, je pense qu'il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne sont pas venus, qui ont boycotté, on va dire? Je ne suis qu'à moitié, voire presque pas du tout surprise. Après tout, ce soir, nous sommes là pour célébrer la souveraineté populaire. Comme je viens de le dire à l'instant, c'est la victoire de la démocratie face à l'oligarchie et face à un système quasi dictatorial. Ces partis politiques historiques français sont les partis qui maintiennent la France sous le joug de l'oligarchie de l'Union européenne, donc ça ne m'étonne qu'à moitié qu'ils ne soient pas présents à nos côtés pour justement célébrer cette victoire de la démocratie et de la souveraineté populaire que nous sommes le seul parti en France à défendre depuis 12 ans. Les Anglais ont quitté le navire. À votre avis, quelle sera la réaction de Washington? Alors mitigé, puisqu'a priori Donald Trump se réjouit aussi du fait que les Britanniques aient quitté le navire. Et ensuite, on entend toujours les mauvaises langues en France dire que les Britanniques, s'ils sont sortis de la coupe de l'Union européenne, c'est pour mieux se mettre sous celle des États-Unis. L'avenir nous dira et nous prouvera certainement même le contraire. Je pense qu'ils avaient juste ils ont déjà une conscience politique que nous n'avons malheureusement pas suffisamment en France, et ils avaient tout simplement envie de reprendre leur liberté, ce que je souhaite également au peuple français. Premièrement, mes amis de l'UPR m'ont invité. J'ai donc, parce que je suis venu d'un petit peu loin, hein, je suis à Strasbourg moi pour l'instant, donc pour voir les copains. Et surtout, au-delà de ce geste d'amitié, nous ne revivrons pas ça pour les Anglais. Les prochains, ce seront d'autres. Et avec un peu de chance, ce sera nous. Donc, si tu veux, comment ne pas souhaiter à nos amis anglais le meilleur, hein, vu qu'ils nous montrent comment il faut traiter l'Union européenne. Voilà. Et d'ailleurs,
L'Union européenne nous dit comment il faut la traiter, mais malheureusement, peu de gens veulent encore l'entendre. Il nous montre comment il faut traiter l'Union européenne. Voilà. Et d'ailleurs, l'Union européenne nous dit comment il faut la traiter, mais malheureusement, peu de gens veulent encore l'entendre. Selon Pierre Hillard, le projet des États-Unis d'Europe remonte avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, si tu veux, à titre d'histoire des idées, il a en partie raison. C'est que si tu veux, en réalité, dès les années 20, puisqu'en réalité Jean Monnet est à la SDN, et déjà, si tu veux, en rapport, et déjà, d'ailleurs Philippe de Villiers l'avait détaillé dans ce livre de synthèse, qui est une synthèse de travaux universitaires, qui est Il est temps de dire ce que j'ai vu, je crois que c'est quelque chose dans ce goût-là. Si tu veux, oui, dès les années 20, l'Amérique veut créer les États-Unis d'Europe, et d'ailleurs d'un côté ce sera une très belle réussite que la suite du second conflit mondial grâce au vrai père fondateur de l'Europe. Tu vois, Jean Monnet qui lui est un père fondateur de l'Europe vu que c'est un gallo-ricain, comme le dit très bien Régis Debray. Mais tout le reste, les vrais pères de l'Europe, ceux dont on parle le moins malheureusement, c'est dommage, c'était de grands monsieur. Les frères Dulles, George Ball, George Kennan, des tas de... Bon, malheureusement, il n'y en a pas un d'Européen dans le lot, c'est bien dommage. Non mais... lui, si tu veux, bon, c'est... lui, il était européen, oui, il était germanique au carré, si tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais tu comprends que, en effet, et c'est en réalité la construction de l'Union européenne est une grande victoire américaine. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est quasiment un fait historiographiquement accepté, grâce aux thèses de Christophe Réveillard, dont on ne se rappelle pas assez, et qui est un grand monsieur, grâce au travail de quelqu'un comme Antonin Cohen, bonjour monsieur, grâce à beaucoup de chercheurs qui ont travaillé, oui, l'Union européenne est une grande victoire américaine. Et d'ailleurs, nous avons une chance unique, c'est que nous avons le... Alors, ça a été un peu le cas sous Richard Nixon, il faut être totalement honnête. Mais Donald Trump a un seul avantage, sans se mêler de la souveraineté du peuple américain. Pour nous, c'est qu'il est indifférent à la construction européenne. Et depuis Richard Nixon, c'est le seul. Je vous rappelle par exemple que Barack Obama, auquel on peut trouver beaucoup de qualités, la question n'est pas là, avait été invité par David Cameron, dont je ne dirais pas ce que j'en pense, ça passerait sous le coup de la loi, pour venir menacer le peuple britannique à la veille du Brexit. Obama d'ailleurs avait émis des doutes, parce que c'est quand même un intellectuel de haut niveau, sur le fait que... Parce que, comment dire, si tu veux... Ils se sont dit, Barack Obama dit en substance au service de David Cameron, le peuple britannique est quand même pas un peuple de pétochards. Ça va mal se passer. Ce qui prouve que Barack Obama était plus intelligent que David Cameron. Tu me diras, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. Mais tu te rends compte ce que c'est de faire venir un chef d'État étranger sur tes terres pour menacer les tiens? C'est ignoble. Enfin, si tu veux... Un chef d'État qu'on n'aime pas, un Iranien, un Nord-Coréen, un Africain un Kadhafi s'il était encore là, un Saddam s'il était encore là, un Chavez s'il était encore là, ferait ça. On trouverait ça horrible. C'est ce que David Cameron a fait. C'est ce que l'Union européenne nous a contraints à faire. Ensuite, l'Amérique... Je l'espère en tout cas. J'espère que l'Amérique est en train de réfléchir à son être dans le monde et qu'elle a beaucoup plus intérêt à avoir des nations souveraines et libres en partenaire que des vassaux. Car, si tu veux, et c'est d'ailleurs toute l'équation du Trumpisme, l'Amérique vivra en tant que nation ou mourra en tant qu'empire, au choix. Mettre ton peuple, ta nation, pour le monde. Claudel disait la meilleure chose qu'on peut donner au monde, c'est soi. Et la meilleure chose que la France peut donner au monde, c'est elle-même. Mais si tu veux, un peuple ne peut exister, tu vois, le Global Britain de Boris Johnson, tu ne peux exister face au monde que debout. À genoux, on n'existe pas. Or, l'Union européenne est une collection de nations à genoux, si tu veux, qui attendent la mort comme d'autres ont attendu Godot.
il est peut-être temps que nous retrouvions, si tu veux, la liberté, même pas la liberté de notre avenir, mais déjà la liberté d'avoir un avenir. Car tant que nous sommes dans la prison, l'avenir du prisonnier, c'est de repeindre les barreaux en rose bonbon. Non mais, si tu veux, d'ailleurs en Union Européenne, c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Tu peux repeindre. Tu peux repeindre ta cellule. Les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse, mais néanmoins, est-ce que c'est à la hauteur de peuples comme le peuple français qui ont été la grande nation? Il y a des peuples que la liberté n'intéresse pas, qui préfèrent être des peuples d'empire, tu vois, être les petits peuples de peuples plus gros et plus forts. Nous, on est grands et forts. Donc nous, si tu veux, nous ne sommes pas des poussins sous l'aile de la mer, tu vois. Voilà. Justement, on voit bien dans les traités qui nous ont été successivement proposés, l'AMI sous Jospin et maintenant le TAFTA, c'est bien une tentative américaine de détricoter les économies par la politique pour en faire comme des vases. Si tu veux, le libre-échange, c'est une affaire de verroterie. Si tu lis Paul Béroc, le grand historien du libre-échange, ou si tu lis Eric Reinert, tu apprends quoi? En réalité, c'est quoi le libre-échange? C'est une puissance qui est forte, qui a un avantage technologique par rapport à toi, soit qu'elle est innovatrice, soit qu'elle a des méthodes de production qui sont meilleures que les tiennes, et qui va te forcer à faire du libre-échange avec elle, parce qu'elle a de la haute technologie à te vendre, et toi, tu as de la verroterie à te vendre. Donc, résultat, elle va te piller. C'est aussi simple que ça. Alors après, il y a des gens qui se laissent piller, puis il y a des gens qui se disent tu as peut-être le bâton, moi j'ai le dos, mais ça ne me plaît qu'à moitié. Au choix. Là encore. Si tu veux, après, c'est une affaire de vouloir... Tu vois, si tu veux, État, ça vient de status. Tu vois, État, ça devient de status. Être debout. Tu vois, quand tu es dans la vie politique internationale, tu es debout ou tu es à genoux. Il n'y a pas d'entre-deux. Bon, c'est horrible. Et je pense que le mieux que nous avons à donner à la France, c'est une France debout. C'est ce qu'on a le mieux à donner au monde. Personne ne veut d'une France rabougrie qui est le énième lender d'un empire germanique qui démographiquement n'en a plus pour longtemps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Personne n'aime la France humiliée. Les camarades. Est-ce que l'Allemagne ne serait pas le grand gagnant de l'Union européenne, ces projets américains? C'est ce qu'elle a cru. C'est ce qu'elle a cru. Mais aujourd'hui, malheureusement, si tu veux, quand tu es réduit, à défaut de coopération, à faire les poches de pays qui sont tes voisins, mais également tes clients, ce qui est le cas de la France, eh bien à la fin, tu finis par bugger sévèrement. Le fonds CAPEC, auquel j'avais l'honneur d'appartenir avec Philippe Murer et Jean-Luc Schaffhauser, nous traitions de la faillite du modèle allemand dès 2012. On riait beaucoup de nous à l'époque. On rit beaucoup moins aujourd'hui. Parce que, si tu veux, l'Allemagne, eh bien malheureusement, arrive à terme de la guerre économique qu'elle a menée à l'ensemble des peuples d'Europe. Alors son modèle va se gripper, les Allemands vont le payer. Par contre, pardonne-moi cette sécheresse de cœur. Je pleure déjà sur les petits-enfants qui ont été tués en Grèce. Je pleure sur ce qu'on a fait à l'Italie et je pleure surtout sur ce qu'on a fait au mien. J'ai donc les yeux un peu secs pour le martyr de la Reichschancelière. Voilà. De rien, avec plaisir. Allez, 4-2 à couper. Un grand merci. Bonsoir. Merci de ta venue. Ouais, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour fêter le Brexit. Et quelle était donc ta motivation pour cette soirée? Eh bien, c'était de venir encourager tous ceux qui militent actuellement pour le Frexit, justement. Et puis, pour fêter un événement historique. Concrètement, Alors, ce qu'on peut leur dire déjà, c'est de craindre de rester dans l'euro. Et là-dessus, je les renvoie à la dernière vidéo que j'ai fait justement dans ma série sur l'euro, où j'explique tous les risques que nous fait courir sur le plan financier et économique cette monnaie qui est devenue un véritable cancer. Et pour les rassurer, en fait, on aura simplement la monnaie qu'on mérite en fonction de notre compétitivité et puis nos avantages intrinsèques à notre économie, tout simplement. On n'aura ni plus ni moins. Est-ce que le dollar aura la possibilité d'attaquer la livre ? ouais, sur le marché du change.
Ça ne veut pas dire grand-chose, puisque de toute façon, il n'y a aucun taux de change défendu entre la livre et le dollar. Donc je vois pas comment on peut spéculer s'il n'y a pas de pari à faire. Parce que pour spéculer, il faut qu'il y ait un taux de change fixe qui soit défendu par une banque centrale nationale. C'est le cas par exemple quand il y avait eu la rupture du serpent monétaire avec la livre sterling déjà, je ne sais plus quand, dans les années 90. Et puis aussi avec le baht thaïlandais lors de la crise asiatique avec le dollar. Il y avait eu aussi des mouvements spéculatifs parce qu'il y avait eu un taux de change fixe maintenu entre le baht et le dollar. Et des gens spéculent justement, en cas de crise, sur la possibilité que ce taux ne soit pas maintenu. Et ils peuvent faire un bénéfice en vendant massivement des dollars contre du baht et puis ensuite en les rééchangeant. Mais s'il n'y a pas de taux de change qui est défendu, en fait, ils vendent sans arrêt de la lire pour rien. Parce qu'il n'y a pas d'effet cliquet, tout simplement. D'après Vincent Brousseau, l'euro s'éteindrait de lui-même sans même que la population s'en aperçoive. Je veux bien le croire, il est plus qualifié que moi. Selon toi, l'Europe est une tentative politique ou un projet américain ? Oui, on a toutes les preuves sur le sujet. Il y a François Asselineau qui les a largement montrées. Marie-France Garot aussi a fait la propagande, la pédagogie, on va dire, sur ce sujet. Les gens qui ne le savent pas sont ignorants, tout simplement. Je souhaite bon courage à tous ceux qui militent pour le Frexit. J'espère que ça arrivera le plus tôt possible et que notre pays retrouvera sa souveraineté, comme les Anglais. Bientôt, et 2022, c'est bientôt là. En tout cas, un grand merci, Jérôme. Bon courage à vous, merci à vous de m'avoir interviewé. Bonsoir Philippe Pasco. Bonsoir. Philippe, quelle est votre motivation pour cette grande soirée ? Je pense qu'elle est claire, l'Angleterre est libre, le peuple anglais a décidé d'être libre, le peuple anglais a réussi à être libre, ce que nous on n'a pas encore réussi à faire en France. À votre avis, quelle sera la réaction d'abord de Bruxelles puis de Washington ? Très honnêtement, je pense qu'ils vont faire la gueule. Mais je vais vous dire très honnêtement, on n'en a rien à foutre. Vous pouvez parler un peu de votre travail, notamment sur YouTube et vos publications ? Écoutez, j'ai écrit 6 livres qui dénoncent les privilèges et les avantages de nos élus, qui mettent les doigts dans la confiture. J'ai mis 1600 noms et avec moi, où ça passe, où ça casse. Vous avez été conseiller de Manuel Valls ? J'étais adjoint de Manuel Valls, je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. Alors, chers spectateurs, je confirme, il a les moyens de péter la gueule à Manuel Valls. Je l'ai fait en plus. C'est trop génial. En tout cas, un grand merci. Et à votre avis, en 2022, est-ce que vous avez une petite idée de ce qui va se passer ? En 2022, d'après moi, je crois qu'il y a des élections présidentielles, c'est ça, hein. Il y a un type qui s'appelle j'arrive jamais à dire son nom, Très honnêtement, j'espère qu'on va pouvoir avoir autre chose que ce pantin aux ordres de l'Europe et des États-Unis. D'un syndicat de copropriété qui, au lieu de s'occuper des espaces communs, s'occupe des couleurs de ma chambre, s'occupe de beefsteak que je vais manger ou de la femme que je veux épouser. Eh bien, c'est ça l'Europe aujourd'hui. C'est un syndicat de copropriété qui s'occupe de la couleur de mes chaussons. Et moi, excusez-moi, la couleur de mes chaussons, je la choisis moi-même. Donc, cette Europe, qui veut me faire dire, qui veut me faire faire, qui veut faire ce qu'elle veut, va te faire foutre. Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Eh bien, merci de votre présence qui honorait cette soirée. Et quelle était votre motivation en venant ce soir ? Le bonheur d'être ensemble pour fêter un moment historique, la victoire de la liberté et de la démocratie dans un peuple ami. Je suis gaulliste. Il n'y aurait pas eu le général de Gaulle sans Winston Churchill. Et il n'y aura pas demain de France libre sans un Brexit qui réussit. Et donc, c'est normal que je sois là. Voilà. Après, on a nos différences, nos nuances. Pas la même tactique pour gagner l'indépendance du pays. Mais qu'importe. Il fallait qu'on soit ensemble au moins quand même ce soir. C'est vrai que c'était une soirée chaleureuse comme on voit plus souvent. Plus beaucoup, mais ça montre bien que l'histoire n'est jamais écrite. Et qu'après, il faut savoir la meilleure manière d'atteindre l'objectif. On a des différences, mais ces différences, des différences de chemin pour atteindre une destination. La destination, on l'a la même. Donc il serait peut-être temps qu'on se voit un peu pour voir l'itinéraire. La France existe depuis 2000 ans, c'est pas un traité qui en viendra à bout. Non, mais à force de prendre des habitudes de soumission, il y a quand même le danger de perdre ce que j'appelle le réflexe de la liberté. Et
Nous, ils nous ont bafoué le référendum de 2005. J'ai quitté l'UMP sur ce référendum. J'ai quitté l'UMP sur la trahison de Sarkozy de ce référendum. Je l'ai payé très cher et je ne le regrette pas un instant. Et si vous voulez, on n'a pas eu le réflexe du peuple anglais et des dirigeants anglais qui ont sauvé le Brexit. Nous, ils ont écrabouillé le vote, le non français au référendum. Donc, il faut quand même prendre lucidement la situation française, qui est une situation de soumission. En 2022, est-ce que l'UPR et Debout la France seront à la croisée des chemins? Oh, je ne sais pas, mais ce qui sera à la croisée des chemins, c'est la France. Et mon seul objectif, je vais vous dire franchement, et c'est pour ça que j'ai proposé une primaire, pour qu'il n'y ait qu'un candidat. Parce que si on veut battre Macron, ce n'est pas à Macron de choisir le candidat qui va pouvoir battre. C'est à nous de choisir le candidat qui va battre Macron. Pas tout à fait la même chose.